auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France, présentée par moi-même Clément Tricot. On continue de discuter avec Alexandre Gandil, docteur et chercheur donc, qui nous parlait, souvenez-vous, de sa thèse intitulée « La République de Chine hors Taïwan, construction et territorialisation du politique à travers le détroit de Formose vu depuis Jinmen ». Je vous renvoie forcément vers la première partie de l'interview avec lui. Nous revenons notamment sur cette question d'une potentielle Crimée asiatique. Parfois, l'île de Jinmen est comparée à la Crimée en Ukraine et du risque d'une invasion par la Chine pour Taïwan. Justement, Alexandre Gandil revient un peu sur ça en expliquant que ce n'est pas tout à fait juste pour lui. Aujourd'hui, on va continuer à parler de cette île, de son travail de recherche et de son expérience sur place. On passe tout de suite à l'interview avec lui pour RTF. Il y a une chose que j'ai vraiment pris conscience avec ta thèse, alors que c'était sous mes yeux, et j'ai vécu à Taïwan, etc. Donc, en fait, on parle beaucoup du détroit de Taïwan dans les médias, alors qu'en fait, si on parle un peu des relations entre Taïwan et la Chine, effectivement, le territoire taïwanais, aujourd'hui, commence vraiment à la frontière chinoise. Et c'est vrai qu'on parle toujours de cette notion géographique de ce bras de mer entre Taïwan et la Chine. Donc c'est intéressant de voir un peu ce rapport. Et alors, je sais pas, personnellement, je sais pas pourquoi moi je l'avais jamais pris autant en conscience que ça. Une question que je me pose par rapport à ça, c'est aussi du coup du côté Taïwan, et ça t'en parles beaucoup dans ta thèse. Quel rapport a entretenu du coup le gouvernement de la République de Chine à Taïwan avec ces territoires-là ? Ça a toujours été traité de manière un peu différente, ou est-ce que ça a toujours fait aussi une partie intégrante du territoire taïwanais, même dans la logique politique ? Bon, alors, déjà, entre 1949 et 1991-92, le gouvernement de Taipei estimait représenter la Chine dans son ensemble. Oui. Donc déjà, il n'y avait même pas de voilà. notion de... Voilà, déjà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, oui, immédiatement, en fait, quand le repli des institutions centrales de la République de Chine s'est opéré en décembre 1949. En fait, des rôles différents ont été attribués à l'île de Taïwan et à Jinmen, où l'île de Taïwan était vraiment la base de repli de la République de Chine et un conservatoire de la culture chinoise traditionnelle, etc., etc. Là où Jinmen était l'avant-poste pour la reconquête du continent. Et donc, ça s'est traduit par la mise en place de régimes administratifs différents. Et à Jinmen, de fait, à partir de 1949, Jinmen a été militarisé. Et à partir de 1956, s'est mis en place ce qu'on appelait l'administration de zone de guerre. Et qui fait que concrètement, Jinmen était gouverné par l'armée et les libertés individuelles étaient extrêmement réduites à Jinmen. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas réduites à Taïwan non plus, mais elles l'étaient d'autant plus à Jinmen. Et les mouvements de circulation des personnes étaient extrêmement réduits entre Jinmen et Taïwan. Donc c'est à partir de 1992 en fait. Déjà, il faut se rendre compte que la loi martiale a été levée à Taïwan même en 1987 et qu'il y a eu une espèce de flottement. 5 ans. Voilà, il y a eu 5 ans de flottement, de battement, où les autorités centrales se sont à la fois demandé ce qu'elle ferait de Jinmen et en même temps se sont pas tellement posé la question. Et c'est en fait en butant au fur et à mesure, parce que la démocratisation taïwanaise, ça n'a pas été... c'est pas opéré du jour au lendemain et ça s'est opéré vraiment par à-coups. Et c'est un moment en butant sur certaines dispositions que la loi martiale a été levée une première fois à Jinmen en 1991, puis finalement a été réétablie tout de suite. Et entre 91 et 92, il y a eu ce qu'ils appelaient une loi martiale temporaire ou une loi martiale de deuxième classe même. Et elle a été levée finalement en novembre 1992 et à partir de ce moment-là, le statut de Jinmen s'est progressivement normalisé au sein de la République de Chine jusqu'à trouver une place en tant que... alors c'est ce qu'en mandarin on appelle ça Li Dao. Donc c'est Offshore Islands en anglais et moi j'ai traduit dans ma thèse par île périphérique. Donc c'est toutes les îles qui sont sous souveraineté de Taipei sans être l'île de Taïwan même. Un peu comme l'outre-mer en France, hein. Un peu, alors effectivement c'est là où je me rends compte que tu as bien lu ma thèse. Oui, j'ai lu. Voilà. C'est une comparaison que je déploie dans ma thèse puisque toutes les îles en dehors de l'île de Taïwan sous souveraineté de Taipei sont considérées comme îles périphériques, alors que Penghu par exemple pourrait difficilement être comparé à un outre-mer français, là où Jinmen et Matsu beaucoup plus au regard de leur trajectoire historique distincte et justement de leur
leur altérité de statut passé en tant que territoire pour l'expérimentation de l'administration de zone de guerre. Alors, bon, j'ai pas envie de te faire repasser une soutenance. Hein. L'objectif, c'est pas ça, mais effectivement, j'ai lu ta thèse, j'ai aussi lu l'article dans mon diplôme. Et donc, il y a aussi une chose qu'on se pose forcément comme question, qui est peut-être un peu trop simple, mais une question qu'on se pose forcément et que tu as dû te poser. Les habitants de Jinmen, comment ils se positionnent par rapport avec le lien avec la Chine ou avec le lien avec Taïwan aujourd'hui ? Alors, d'une manière générale, quand bien même on pourrait penser, et c'est ce qui est parfois lu dans la presse, maintenant beaucoup moins, notamment parce qu'il y a une très bonne journaliste, Alice Ray, qui publie des papiers sur Taïwan. Une journaliste indépendante à Taïwan qu'on aime beaucoup. Voilà, et qui publie de très bons papiers sur Jinmen et donc du coup qui donne un autre son de cloche. Mais longtemps on a lu que Jinmen se rapprochait inexorablement du continent et s'éloignait inexorablement de l'île de Taïwan. Bon, quand on vit à Jinmen pendant un certain temps et qu'on discute avec les habitants de Jinmen, on se rend compte que certes la tenue de bonnes relations avec le continent est considérée comme nécessaire, mais pas en tant que substitut aux bonnes relations avec Taipei, mais en tant que complément, en fait, puisqu'il y a il serait plus simple d'un point de vue objectif, et encore une fois, en mettant de côté le politique, ce qu'ont tendance souvent à faire les habitants de Jinmen, en mettant de côté le politique, il y a des choses d'un point de vue pratique qui nécessitent la tenue de bonnes relations avec le continent, et on pense notamment à la canalisation qui permet à Jinmen d'apporter de l'eau douce depuis le continent. Même si ça a fait débat à Taïwan, etc., et qu'il y avait d'autres solutions, cette tenue de bonne relation est importante. Ça ne veut pas dire que ça ne se traduit pas en matière d'allégeance politique et en matière d'allégeance à la République populaire plutôt qu'à la République de Chine, pas du tout. La preuve en est qu'en 2020, quand dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les liaisons étaient interrompues, sur décision du Conseil aux affaires continentales. La classe politique à Jinmen était mécontente de ce choix-là, mais la population de Jinmen elle-même était d'accord avec la décision de Taipei, en fait, en disant que pour le bien-être et pour des questions de sécurité sanitaire, il était normal que les liaisons soient suspendues. Et donc ça peut être, oui c'est ça. Et quand on regarde aussi politiquement ce qui se passe à Taïwan et donc ce qui pourrait se passer aux élections à Jinmen, voir que le Kuomintang est traditionnellement le parti qui remporte les élections, c'est pas forcément un signe on va dire d'orientation politique tournée vers la Chine, mais c'est plus une particularité locale et une tradition. Oui, alors c'est un reliquat aussi de l'altérité de statut passée de Jinmen, puisque en fait sous la loi martiale et l'administration de zone de guerre, le Kuomintang était le seul parti autorisé et il n'y a pas eu l'espace nécessaire à la construction d'une opposition au Kuomintang, d'une opposition partisane au Kuomintang à Jinmen. Le Parti démocrate progressiste s'est construit à Taïwan dans une matrice strictement taïwanaise, sans prendre en considération Jinmen, ni consulter la population de Jinmen, mais parce qu'en fait déjà c'était pas possible, et ensuite parce que les indépendantistes taïwanais de la première heure réclamaient de façon plus ou moins claire l'abandon de Jinmen. Prang Min par exemple. Alors dans son manifeste pour le statut de Formose, il n'est pas explicitement dit que Jinmen devait être abandonné aux mains chinoises, mais dans son autobiographie, il revient sur l'élaboration de ce manifeste et où le cas de Jinmen et de Matsu était un point particulier. Donc en fait, il y a eu une méfiance réciproque entre le Parti démocrate progressiste et Jinmen. Et même si le Parti démocrate progressiste a réussi plus ou moins à un moment à s'implanter à Jinmen grâce à Chen Sangjiang, qui en est parti en 2018, c'est pas un parti qui a un véritable ancrage local à Jinmen. Donc en fait c'est ça aussi que j'explique dans ma thèse, c'est que tenter d'appliquer la grille de lecture qu'on a du champ politique taïwanais à Jinmen, c'est pas possible. On peut pas transposer ça depuis Taïwan à Jinmen. Puis en plus j'imagine qu'il y a aussi la notion de distance qui joue et le fait que ce soit un archipel. Le fait peut-être que la notion d'insularité, alors il y a le territoire géographique, on va dire peut-être physique plutôt, donc comme tu me disais avec ces notions, vraiment voilà, c'est une île qui est distante, et aussi du coup une île ça a aussi des effets sur la représentation qu'on se fait de son territoire, et il y a peut-être ce jeu de distance aussi qui doit nécessairement jouer, j'imagine. Oui, alors la distance, c'est une notion qui est très ambivalente pour le coup, parce que taille aussi peut-être.
Comme quoi, pardon? Comme la taille, Comme on la taille, disait. ouais, absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est que la distance peut, à la fois depuis Jinmen, cette distance vis-à-vis de l'île de Taïwan peut être appelée à être dépassée quand il s'agit notamment d'écarts de développement ou, par exemple, je sais pas, pour des soins hospitaliers ou pour l'envoi de médicaments, ou là, depuis Jinmen, on va dire, mais c'est pas normal que Jinmen soit considéré comme un territoire de seconde zone. Et cette distance doit être franchie, on fait partie du même État, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'écart de développement. Et en même temps, cette distance peut être amenée à être respectée, voire sanctifiée par les habitants de Jinmen quand il s'agit de défendre des particularismes historiques ou culturels en marquant une distance vis-à-vis de Taïwan. Et aussi, troisième dimension, quand bien même la distance géographique entre Jinmen et le continent est beaucoup plus faible qu'entre Jinmen et l'île de Taïwan, et ben quand on traverse le bras de mer entre Jinmen et Xiamen, on se rend compte que, qu'on soit occidental ou qu'on soit même habitant de Jinmen ou taïwanais, et ben que psychologiquement et mentalement, traverser le détroit entre Jinmen et Taïwan, et ben c'est moins, on a l'impression de franchir moins de distance qu'entre Jinmen et Xiamen à travers le bras de mer, en cette traversée de 30 minutes et de 10 km. Parce que c'est un régime politique différent, parce que la langue a évolué de part et d'autre du bras de mer, parce que la signalétique n'est pas la même, parce que les commerces ne sont pas les mêmes. Énormément de choses font qu'on se rend compte qu'on va dans un pays différent. En traversant le bras de mer, là où on sent qu'on reste dans le même pays à travers le détroit. Voilà. Bon alors peut-être une ou deux dernières questions pour terminer parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on parle. C'est moi qui je te pose trop de questions. Alors je voudrais juste pour finir de manière un peu plus légère, savoir si tu aurais peut-être alors soit une anecdote, ou les deux, hein, tu peux nous raconter soit une anecdote de ton temps à Jinmen, quelque chose qui t'aurait particulièrement marqué ou quelque chose que tu aurais vécu que tu trouves amusant ou dont tu voudrais parler. Et peut-être nous citer peut-être genre un lieu que t'aimes plus que les autres dans cet archipel. Alors je peux répondre aux deux, évidemment. Sur l'anecdote, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui pourtant est crucial à Jinmen, c'est l'alcool de sorgho. Ah oui, le gaoliang. Voilà, gaoliangjiu. Et donc ça, c'est aussi un reliquat de l'administration de zone de guerre où une distillerie a été fondée et grâce aux recettes liées aux ventes d'alcool de sorgho, l'administration militaire à Jinmen a pu acquérir une certaine autonomie financière. Maintenant, c'est propriété du comté de Jinmen et grâce à tous les bénéfices engrangés par les ventes d'alcool, ils ont développé un système d'avantages sociaux énorme. Bon, bref. Mais donc, c'est une grande fierté, l'alcool de sorgho à Jinmen. Donc ce qui fait que à chaque entretien que j'avais avec surtout des membres du gouvernement local ou des partis politiques, et ben ça se termine par un cadeau qui est donc une bouteille d'alcool de sorgho de Kaoliang. Ce qui fait que j'avais mon placard de mon appartement à Jinmen rempli d'alcool de Kaoliang que j'ai pu apporté sur l'île de Taïwan, mais après entre Taïwan et la France, on est limité en matière d'alcool fort, donc j'en ai laissé plein à Taïwan. Mais aussi, non seulement on vous offre ces bouteilles d'alcool de sorgho, mais on en débouche certaines après un entretien, parfois pendant un entretien. Et puis c'est très très fort. Ouais. Et c'est là que entre justement en considération cette information qui est que l'alcool de sorgho c'est 58 degrés. Voilà. Et qu'on ne veut pas être impoli et que c'est normal, ouais. Voilà. Et donc on boit. Et alors généralement c'est servi dans des tout petits verres qui ont la taille de dés à coudre, mais tout le monde n'a pas ces tout petits services et parfois c'est servi dans des gobelets. Et donc ça m'est arrivé vraiment d'avoir des fins d'entretien très dures et bon, et ça c'est valable pour les entretiens, mais c'est valable pour la vie quotidienne aussi. L'alcool délie les langues jusqu'à un certain point où on raconte n'importe quoi. Donc les premières informations sont valables et ensuite il faut arriver à rentrer chez soi. Donc oui, j'ai des souvenirs émus de ma consommation d'alcool de Kaoliang. Je ne peux plus en boire aujourd'hui. Enfin, j'ai quand même développé un phénomène de rejet. Voilà, j'en ai quand même eu pour ma soutenance de thèse parce que c'était pas possible de ne pas arranger ça avec une bouteille de Kaoliang. Mais voilà, c'était la dernière fois que j'en ai bu. Peut-être que si j'y retourne à Jinmen, je recommencerai. Mais oui, ce sont les risques du métier. Et moi j'avais eu le même quand je travaillais au Vietnam il y a très longtemps. Dans le nord du Vietnam, c'était une tradition aussi de finir pareil les réunions officielles par
une énorme cuite. Et il fallait le faire pour jouer le jeu de la diplomatie, enfin en tout cas des échanges franco-vietnamiens. Et effectivement c'était un problème à tel point que parfois on essayait quand on apercevait des personnes du gouvernement, on se cachait dans la rue pour pas qu'ils nous invitent à manger. Parce qu'on savait qu'on allait finir bourré le midi et qu'on voulait travailler l'après-midi. Mais en tout cas c'était toujours des super moments. Mais effectivement c'est un vrai problème la consommation d'alcool dans ce genre de moment. Il faut réussir à gérer un peu ce lien-là. Et c'était pas le cas avec tout le monde fort heureusement. Oui, et puis bon, alors après, moi ça m'est arrivé que du coup les langues se délient tellement que finalement à la fin je pense que je parlais français et mon interlocutrice parlait en Minnan et on se comprenait très bien. Mais c'est pas forcément des échanges que j'ai eu à utiliser comme matériau de recherche dans ma thèse. Mais ne serait-ce que la convivialité et le fait ces échanges autour de la Kaoliang et ce qu'elle représente non seulement à Jinmen mais aussi à Taïwan. C'est un matériau qui a été important pour ma recherche. Et donc un lieu maintenant que tu aimes particulièrement à Jinmen? Oui, alors il y a un petit île, parce que Jinmen, on en parle comme un archipel, en réalité il n'y a que 2 îles qui sont véritablement habitées, mais il y a beaucoup de petites îles où stationnent des militaires et où parfois plus aucun militaire ne stationne. Et il y a en fait un petit îlot qui s'appelle Jiangongyu, qui est au large de Jinchang, donc en fait Jinchang étant la ville principale de l'île de Jinmen, disons au sud-ouest de l'île de Jinmen, et qui est accessible uniquement à marée basse. Et en fait moi j'y suis allé, la première fois que je suis allé à Jinmen en 2015, j'avais pas regardé l'horaire des marées, et à chaque fois ce chemin qui allait jusqu'à Jiangongyu était recouvert par les vagues, et je m'étais fait la promesse que si je retournais à Jinmen un jour, et si j'arrivais à entrer en thèse, j'irais à Jiangongyu. Et donc 2 ans plus tard, en 2017, j'ai bien regardé l'horaire des marées. Et j'y suis allé. Et c'est super parce qu'on traverse du coup toute une partie du bras de mer. On arrive sur ce petit îlot où... alors quand je suis arrivé en 2017, c'était pas encore rénové. Donc il y avait encore les installations dans leur jus avec les barbelés, les lits, des canons, etc. Maintenant ça a été un peu rénové en lieu de villégiature. Donc on a planté des arbres, des tables de pique-nique, etc. Mais il y a quand même ce fait ne serait-ce qu'à pied, de se rapprocher du continent et on voit les buildings de Xiamen qui se découpent en face. Et c'est une expérience très, très particulière et émouvante et que je conseille à toute personne qui va à Jinmen. Bien, merci beaucoup Alexandre Gandil de nous avoir partagé tes travaux de recherche, ton expérience de Jinmen et toutes ces anecdotes. Merci beaucoup. Merci à toi et merci aux auditeurs. Merci auditeurs et auditrices d'avoir écouté jusqu'au bout cette deuxième partie de l'interview d'Alexandre Gandil qui nous parlait de son passionnant travail de recherche et de ses expériences de terrain sur l'île de Jinmen. C'était Clément Tricot, vous écoutiez un nouvel épisode de Relations Taïwan-France, et donc je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission pour retrouver des liens vers le podcast, vers mon compte Twitter par exemple. N'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de RTF ou pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.